D'ailleurs, Post. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Hop. Voilà. Bonsoir, vous allez bien? Bon, Plaisir de vous Hachem et vous. retrouver. C'est Ah, vrai, c'est mieux. ça fait un petit moment. Avec cette lumière, Plaisir. ça ira mieux comme ça. Voilà. C'est bien. Malgré le Covid, on arrive à se voir quand même. Pas en Exactement. présentiel, mais au moins on se voit. Exactement. On essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. Ouais. Bon. Voilà. On va attendre quelques petites minutes le temps que Oui, 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 tout le oui, monde se connecte, que le Rav également se connecte. On a besoin de lui ce soir. oui. Absolument. Bonsoir Patrick, bonsoir Elinor. Bonsoir Héloïse. Bonsoir. Bonsoir Rav. Shalom. Merci, merci vraiment de nous aider ce soir, d'être avec nous. On va encore attendre quelques petites minutes quand même voilà, le temps que tous les enseignants se connectent au fur et à mesure. Bonsoir. Bonsoir France, vous allez bien? Oui, merci. Bonsoir, Ah, bonsoir Sonia. Sonia. comment ça va?
Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Bonsoir Robert. Bonsoir Patrick, bonsoir Elinor, bonsoir Eloïse. Bonsoir les Khoulam. Bonsoir. Alors, on entend les informations là, en même temps. Oui, c'est ce que j'allais me dire. Bon. C'est ça le direct avec Israël. Il y a des informations en permanence. Des informations en permanence sur la politique, sur le corona. Grâce à Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Allez, je pense qu'on va commencer. Donc voilà, on a à peu près donc, une vingtaine de participants. Très bien. Bonsoir à tous, messieurs, mesdames, enseignants, très chers enseignants. Alors voilà, ce soir, on a décidé avec le campus FSJU de préparer donc une formation sur la Shemitah. Donc c'est un sujet qui est assez particulier. C'est vrai qu'en Israël, on le pratique plus facilement. Donc, on s'est dit, pourquoi pas poser donc, aux enseignants en France une formation, comment utiliser donc, les outils pédagogiques, comment enseigner les lois de la Shemitah à nos élèves. Donc, en premier, donc, ça va être Rafizon qui va nous faire, donc, qui va nous présenter donc, ce sujet. Par la suite, donc à la fin de l'intervention, je vous présenterai donc le cours qui est donc mis en ligne par Olam Shalem. Mais avant tout, j'aimerais donc donner la parole à Monsieur Petit-Wayon, donc le directeur du campus FSJE, qui nous fait aussi l'honneur d'être présent avec nous ce soir. Voilà, Monsieur Petit-Wayon, c'est à vous. Merci et bienvenue à tous, même si c'est par Zoom, même si ce n'est pas dans un lieu où on peut vous accueillir, mais comme ça, on a la chance d'avoir des gens qui peuvent être dans des endroits différents et de profiter du Rafizon qui n'est pas en France non plus. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à utiliser ce moyen. En même temps, voilà, le sujet de la Shemitah est un sujet qui est essentiel dans les écoles juives parce que c'est l'un des moyens notamment de se connecter avec la réalité d'Eretz Israël, on le sait bien. Alors, on sort de Tou Bishvat, on vient de consommer les 7 fruits d'Eretz Israël, mais c'est vrai que ça reste toujours quelque chose de ténu. Il y a des thématiques qui reviennent, celle de la Shemitah tous les 7 ans, nous donne l'occasion de même si on l'observe à distance, parce qu'on on est vigilant, même en France, on a le calendrier de suivi des différents fruits et différentes espèces de fruits qui peuvent venir d'Eretz Israël en fonction de la saison. Même si on est vigilant, ça reste quand même une thématique un peu périphérique. Et puis la Shemitah pour nous, c'est bien sûr une réflexion par rapport à notre rapport à la nature. En quoi la nature a-t-elle besoin de se reposer, en quoi ce repos a-t-il sa place dans la Torah, parce que franchement, on aurait pu imaginer, comme sur beaucoup de sujets, que Akadosh Baruch Hu, soit se débrouille pour faire en sorte que la terre n'ait pas besoin de se renouveler, soit il a d'autres intentions en installant cette Shemitah, à la fois dans notre obligation de veiller au bon équilibre de la nature, et c'est l'une des premières missions qu'il donne à Adam Arishon à l'intérieur du Gan Eden, mais je ne vais pas faire la conférence avant le conférencier, mais ça reste une préoccupation qu'on oublie, c'est que les fondements pour nous de l'écologie sont des fondements bibliques déjà depuis les premiers instants. Il s'agit de garder et de préserver l'équilibre de la nature. En même temps, la Shemitah, ça a aussi un effet secondaire dans notre réflexion, c'est que c'est aussi un retour à l'étude pour toutes les personnes qui sont agriculteurs et qui, pendant toutes les années où ils doivent s'occuper de la terre, ils n'ont pas d'autre sens que celui du travail et une part de l'étude qui est moins importante. Grâce à la Shemitah, on pouvait voir à l'époque biblique, je ne sais pas si c'est encore tellement le cas aujourd'hui, mais en tout cas, on pouvait voir à l'époque biblique des gens retourner pendant un an au Beth Midrash, étudier, avoir plus de temps aussi, puisqu'ils ne peuvent pas travailler la terre, plus de temps pour se construire eux-mêmes. Et c'est intéressant de réfléchir à ce repos dont la terre a besoin et d'une certaine façon, ce repos dont l'homme a besoin matériellement pour pouvoir développer sa spiritualité. Donc, tout ça, ça nous interpelle et on est content de pouvoir accueillir ce soir le Rav Fison, dont j'ai entendu plein de bonnes choses déjà, mais je n'ai pas eu l'occasion de vraiment l'écouter avant, donc je
je suis aussi là pour ça, parce que je pense que c'est important d'avoir une voix renouvelée sur des thématiques qui sont liées directement à Eretz Israël. Donc, bienvenue à vous ce soir, et nous sommes tout oui, prêts à enrichir encore notre connaissance du sujet et à le faire dans une démarche pédagogique. C'est bien ça le sens de notre partenariat avec Olam Shalem, à la fois développer sur des problématiques vraiment liées à la terre d'Eretz Israël, la pédagogie et le lien entre les Juifs tout autour du monde. Merci à vous. Très bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup de l'honneur que vous me faites ce soir de nouveau d'être devant vous. Alors, tout ce que vous avez entendu sur moi, c'est que des mensonges. Voilà, que les choses soient bien claires. C'est bien pire que tout ce que vous avez entendu. La Shemitah, les amis. Je vais essayer, tout au long de l'intervention, de mêler outils pédagogiques et enseignement propre, pur et dur. Et je ne vais pas forcément toujours dire ça, c'est un outil pédagogique et ça ne l'est pas. Mais comme là, c'est le début, je me permets de le faire. À chaque fois que j'enseigne un sujet, j'essaye d'abord de montrer à l'élève que ce sujet est présent, pas que chez nous. Pour qu'il puisse dire « Ah tiens », ça veut dire que c'est quelque chose qui dépasse le peuple juif, mais il y a une différence dans la façon dont le peuple juif le met en pratique. Et quand on parle de la Shemitah, eh bien, c'est une évidence. Les Juifs n'ont pas inventé le concept de laisser la terre se reposer. Dans toutes les civilisations et les cultures qui étaient des cultures agricoles, il y avait une sorte de Shemitah. C'est-à-dire que toute personne qui travaille la terre, on voit ça dans les cultures égyptiennes, dans les cultures babyloniennes, toutes les personnes qui travaillent la terre ont bien compris qu'il faut laisser de temps en temps la terre se reposer pour ne pas la surexploiter. Donc, si vous voulez, une espèce de Shemitah, il y avait dans toutes les autres civilisations. Alors, comment eux, ils faisaient? Eh bien, chaque année, une partie de leur champ était mise au repos. Et l'année suivante, eh bien, c'était une autre partie du champ qui était mise au repos. Et c'est là où nous avons un regard complètement différent. Où, dans le peuple juif aussi, on a, grâce à Kadosh Baruch Hu, compris qu'il fallait laisser la terre se reposer, mais ça va être tout le monde ensemble, toute la terre ensemble, tous les 7 ans. Et donc, il y a une différence fondamentale, et c'est là qu'il va falloir commencer à mettre la Shemitah dans son contexte. Si on veut pouvoir comprendre ce qu'est la Shemitah, il faut la remettre dans son contexte. Son contexte, il est qu'elle fait partie, tout d'abord, d'un groupe de sanctification qui n'est pas limité à la nature. Je pense que vous aurez remarqué que quand on lit les versets qui parlent de la Shemitah dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Behar, eh bien, on retrouve la dimension du Shabbat. Veshavta haaretz Shabbat la Hashem. Donc, il est évident que la relation entre le Shabbat qu'on fait tous les 7 jours et la Shemitah qu'on fait tous les 7 ans, eh bien, il est évident. Ce qui veut dire que donc il y a un Shabbat de l'homme, c'est une fois tous les 7 jours. Il y a un Shabbat de la nature tous les 7 ans. Il y a un Shabbat du peuple d'Israël, c'est tous les 7 Shmitot. Tous les 7 fois où on a la Shemitah, tous les 49 ans, nous avons le Yovel. Ce qui veut dire que la Shemitah, en fait, s'inscrit dans un grand groupe de sanctification. L'homme, la nature et la dimension éternelle du peuple d'Israël. Lorsqu'on comprend cela, eh bien, la Shemitah, il va falloir qu'on comprenne à quoi elle sert. Quel est son rôle? S'il s'agit simplement d'un repos agricole, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas vraiment besoin d'en faire une mitzvah aussi importante dans la Torah. Il faut bien qu'on comprenne que la Shemitah version Am Israël, c'est un chamboulement complet de toute la vie. Puisque nous, aujourd'hui, nous parlons en Israël, il y a 2,7%
d'agriculteurs sur la population israélienne. Je ne sais pas ce qui se passe en France, quel est le pourcentage des agriculteurs non plus, mais enfin, ce n'est pas très important le chiffre. Nous ne sommes plus des sociétés agricoles. Quand on parle Shemitah dans une époque où 99, j'exagère, 90% de la population est agriculteur, ce sont des enjeux complètement différents. La Shemitah, ça veut dire quoi? La terre va se reposer. Certes, d'accord, mais je tiens à vous rappeler quand même une chose. À l'époque, il n'y a pas tellement de danger de surexploitation. Les techniques il n'y a pas encore de technique industrielle. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va tellement pouvoir faire qui va faire mal à la terre? On va creuser un sillon en plus? On va planter un arbre en plus? Vous comprenez que lorsqu'on parle d'une dimension à l'échelle humaine et non pas à l'échelle du robot, de la machine, combien on a pu tellement surexploiter la planète. Donc à l'époque du Beth Amikdash, la Shemitah, c'est beaucoup plus pour nous que pour la terre d'Israël. J'ai envie de dire que la terre d'Israël, elle se débrouillera très bien, même si on ne faisait pas la Shemitah, à l'époque. Alors tu peux me dire, et là, ça peut être un grand débat qu'on peut lancer avec nos élèves, est-ce que cette mitzvah, elle n'aurait pas été donnée à l'époque pour qu'elle prenne sa pleine mesure aujourd'hui? Où justement, on peut avoir une surexploitation de la planète et la question écologique peut se poser. Vous comprenez bien qu'il y a 2000 ans, tout le monde est écolo. C'est-à-dire, il n'y a pas de non-écolo il y a 2000 ans. Ce que tu plantes, tu manges, et puis c'est tout. Il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de grande distribution, il n'y a pas de gaspillage industriel. Donc, tout le monde est écolo à l'époque. Ce qui veut dire que la mitzvah de la Shemitah n'est pas vue comme étant un acte qui va sauver la planète, parce que de toute façon, la planète, elle va très bien à l'époque. Donc, la question est de savoir comment les Bnei Israël vivent la Shemitah, qu'est-ce que ça représente pour eux. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande à nous la Shemitah? Eh bien là, il va falloir qu'on rentre dans les fondements même du pourquoi, du comment. Vous avez très certainement entendu parler de cette époque où Moshe envoie des explorateurs en Israël. Vous connaissez l'histoire. Alors, voilà, merci Hélène. On connaît très bien l'histoire. On envoie les explorateurs pour venir s'approprier de la terre d'Israël. Et la réponse donnée par les explorateurs, alors vous savez bien, sur 12, il y en a 2 qui veulent rentrer, Caleb et Yoshua, il y en a 10 qui ne veulent pas rentrer, mais l'argument qu'ils donnent est fondamental. Ils disent « Ki chazak hu mimenu » et nous disent nos sages, ça veut dire qu'ils pensent que la terre est plus forte que Dieu. À tel point qu'ils vont dire Ze eretz ochelet yoshevea. C'est une terre qui mange ses habitants. Rachid nous expliquera que c'est parce que tous les Cananéens étaient occupés à pleurer la mort de Job, qui était le tzaddik des Umot HaOlam, qui était à l'intérieur de la terre d'Israël, qui meurt à ce moment-là, et donc c'était des obsèques nationales qui avaient été faites à Job. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne 2 secondes sur cette histoire de Eretz Ochelet Yoshvea. Alors, comme vous le savez, on est là parce qu'on est des enseignants, on essaye de l'être du moins, et donc on sait très bien que avant, pendant et à la fin du cours, on est obligé de faire comme si on détournait l'attention de l'enfant, mais en fait, c'est pour que, sans qu'il en soit conscient, on lui fait passer les messages qu'on a envie. Comment on fait? Eh bien, on lui montre des choses, des supports pédagogiques qui n'ont pas l'air d'être l'enseignement rébarbatif du cours de Kodesh. Par exemple, c'est à ce moment-là que moi, j'aurais décidé de mettre une scène bien connue de tous nos élèves de ce film, j'allais dire intemporel, qui est Le Roi Lion. Il y a une scène que je vous conseille de mettre si vous voulez comprendre cette ambiance de la Shemitah. Il y a Simba qui demande à son père Mufasa Zatzal, il lui dit « Mais enfin, les lions mangent des antilopes. »
et son père de lui répondre, « Oui, mais tu sais, mon fils, quand nous mourrons, nos corps se transforment. » Comment ça? Mufasa Diallo? Mais non, Mufasa, père de Simba, Mufasa, le roi lion, Mufasa Zatzal, bien sûr, un des grands maîtres de la Kabbalah. Mufasa dit à son fils, lorsque nous mourrons, nos corps se transforment en herbe et l'antilope mange l'herbe. Vous voyez, nous sommes les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. Tu leur as mis cette scène de 15 secondes et tu les as retrouvés dans le cours. Maintenant, ils sont prêts à écouter pourquoi tu as mis cette scène-là dans un cours sur la Shemitah. Eh bien, tu vas leur expliquer, c'est très simple. Qui domine qui? Est-ce que c'est l'homme qui domine la nature ou est-ce que c'est la nature qui domine l'homme? Chazak hu mimenu, ou c'est nous qui sommes censés être plus forts? Normalement, c'est nous qui mangeons le steak et la salade. Lorsque la Torah nous dit Eretz ochelet yoshevea, il semblerait que le danger, c'est d'avoir une terre qui est tellement puissante qu'elle pourrait dévorer ses habitants, c'est-à-dire que les habitants de cette terre-là ne soient plus ceux qui donnent le ton, mais bien au contraire, c'est elle qui donne le ton. Qu'on soit trop imprégné par la nature. C'est très bien la nature, mais il ne faudrait pas oublier une chose. Une peau de banane qui a été mise sur le chemin. Imaginez-vous un grand rave, un grand tzaddik, un juste parmi les nations, un prix Nobel de la paix qui arriverait sur la peau de banane. Est-ce qu'il va glisser ou est-ce qu'il ne va pas glisser? Il va glisser parce que la nature n'a pas de valeur morale. La nature est dénuée de tout sens moral. Lorsqu'il y a un tsunami, la vague va prendre la maison du tzaddik comme celle du rachat. En d'autres termes, si on est déterminé par la nature, la morale ne fait plus partie de l'équation. Or, si c'est l'homme qui est maître de son environnement, eh bien l'homme, lui, peut choisir de faire le bien ou de faire le mal. La peur des explorateurs, c'est de dire si on va en Israël, on va tomber comme les Cananéens et on va se dénuer de tout sens moral. C'est du moins l'explication d'Emmanuel Lévinas de ce verset. Et là, quelle est la réponse qu'on va donner aux explorateurs? Eh bien, la réponse est très simple. La Torah nous donne la solution pour ne pas être trop imprégné par la nature. Comment on fait? Eh bien, une fois tous les 7 ans, tu te désimprègnes un petit peu. Une fois tous les 7 ans, tu montres que ce n'est pas toi le patron, que la nature, elle a son cycle à elle, parce qu'en fait, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Que tu n'es pas complètement, j'allais dire, imprégné de ton champ. Parce que, encore une fois, quelle est la grande difficulté pour l'agriculteur? Alors, il y a évidemment le problème de la parnassa, bien sûr. Peut-être qu'il n'aura rien à manger. Mais disons qu'il se fie à la promesse de Dieu, qu'il y aura à manger. Et ça, il a pu le voir, parce que la 6e année, il a reçu une triple récolte. Mais maintenant, arrive la 7e année. Qu'est-ce qui se passe au moment où les arbres vont donner leurs fruits? Les arbres de son champ, que lui, il a traité pendant 6 ans, que lui, il a planté, que lui, il a travaillé. Arrive la 7e année, et c'est peut-être le moment le plus difficile de la Shemitah. Tout le monde rentre dans son champ et prend ses fruits. Parce que la Shemitah, c'est quoi? C'est le moment où toute la terre redevient Hefker, elle n'est plus à toi. Ça montre que non, tu n'es pas le Baal Habayit. Tu n'as pas cette impression que tu es complètement imprégné de la terre d'Israël. Non, une fois tous les 7 ans, tu prends un peu de recul. La Shemitah, elle sert pour nous de garde-fou pour ne pas nous démoraliser jusqu'au bout. Où est-ce que ça nous touche? Où est-ce que ça va toucher nos enfants? Eh bien, peut-être que ça peut toucher vos enfants plus que les miens encore. Mes enfants sont nés à Jérusalem.
Vos enfants sont nés, je sais pas, à Paris, en France, ailleurs. La question est la suivante. Quel est notre lien avec la terre d'Israël? Je parle de surconnexion avec la terre d'Israël. À partir de quand on sait qu'il y a un problème dans notre rapport avec la terre d'Israël? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut totalement faire avec nos élèves de France. Posez-leur la question, mais disons pour un enfant qui habite en Israël, posez-lui la question, pourquoi il habite ici? Si sa réponse, c'est parce que je suis né là, c'est que tu es déjà arrivé dans le problème. Si le lien qui unit le juif à la terre d'Israël, c'est parce qu'il est né ici, on est tombé dans le lien naturel. Moi, je vois ça de manière quotidienne avec mes enfants. Parce que mes enfants sont nés ici, ont grandi ici, et leur père et leur mère aussi a fait le choix de l'Alia. Ça veut dire que pour nous, Israël, dès qu'on nous demande pourquoi on est là, on peut vous écrire une paracha entière des motivations qui nous ont fait venir, et l'idéalisme, et la résurrection nationale, et ma grand-mère qui était à Auschwitz, et maintenant moi je suis à Jérusalem. Mes enfants, on est nés là, papa. Et vous comprenez la dissonance. Et ça, on peut tout à fait le faire. Outil pédagogique numéro 12. On va faire, parce que tous les profs qui enseignent dans des écoles juives en France ont des amis ou de la famille en Israël. Je pense qu'on est d'accord? Donc, je pense que ça, c'est très facile à organiser avec WhatsApp aujourd'hui. Demandez à un de vos amis de faire un micro-trottoir et de demander à des enfants de l'âge des enfants qui sont dans votre classe, pourquoi vous êtes en Israël? Ou qu'est-ce que c'est Israël pour vous? Et vous entendrez les réponses d'enfants qui sont nés en Israël, qui pour la plupart vont te donner des réponses qu'un Français y répondrait pour la France. Parce que je suis né ici, parce que c'est ma terre, je suis chez moi. Machin. Et demandez à un juif, un enfant, dans votre classe, qu'est-ce que c'est Israël pour toi? Et vous verrez la différence des réponses. On veut essayer de imprégner Israël à nos enfants. La Shemitah, c'est quelque part se désimprégner d'Israël. Redonner à Israël sa dimension divine et plus seulement sa dimension humaine. En fait, la Shemitah, c'est rendre Israël à Israël. Pour qu'on puisse de nouveau rentrer en Israël. Vous imaginez si tous les 7 ans, on a l'entrée en Israël, si tous les 7 ans, on refait l'Alia, on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de s'habituer. Pour nous, Veyu beinecha kechadashim. Qu'à chaque instant, on a l'impression que c'est le moment où on est arrivé. Eh bien, c'est à ça que sert la Shemitah, les amis. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de Shemitah en Chutz La'aretz. Il y a plein de mitzvot qui, quelque part, dépendent de la terre d'Israël, mais qu'on fait aussi en Chutz La'aretz. Par exemple, Chadash. Le fait que la récolte des céréales, eh bien, entre le moment où on l'a récolté et le deuxième jour de Pessah, on ne peut pas l'utiliser. C'est ce qu'on appelle Chadash. Et Chadash, ça existe aussi en Chutz La'aretz. Alors que, a priori, c'est pour la terre d'Israël que ça a été donné. Mais on va quand même aussi, des Rabbanan, le mettre en place en Chutz La'aretz. La Shemitah, on ne peut pas la mettre en place en Chutz La'aretz. Pourquoi? Eh bien, parce que tout le but de la Shemitah, c'est se languir de la terre d'Israël. Donc, il est évident qu'en fait, quand on habite en Chutz La'aretz, on est en Shemitah permanente par rapport à la terre d'Israël. Et c'est pourquoi, eh bien, c'est aussi très compliqué d'enseigner les lois de la Shemitah en Chutz La'aretz parce qu'on a l'impression que ça ne nous touche pas du tout. Et effectivement, tous les fruits qu'on va manger et qu'on va recevoir d'Israël durant l'année de la Shemitah, donc en vérité pas cette année, mais plus l'année prochaine, parce que vous savez que les fruits en Israël, ce n'est pas encore de la Shemitah, ça va commencer dans quelques mois à être les fruits de la Shemitah, mais la Shemitah, pour déterminer si un fruit il date de l'année de Shemitah ou pas,
on parle au niveau de la Chanata, c'est-à-dire du moment où la fleur va sortir. Donc, ça va arriver là dans pas très longtemps. Donc, c'est-à-dire que l'année prochaine, on va avoir plein de fruits. C'est-à-dire que tout Bishvat l'année prochaine, on va avoir plein de fruits de l'année de la Shemitah. Mais bon, ça c'est un détail. Tout ce que je veux te dire, c'est que les fruits qui vont être emmenés, envoyés et exportés en dehors d'Israël sont par définition des fruits qui ne sont pas porteurs de la Kedusha de la Shemitah. Parce qu'on n'a pas le droit, halachiquement parlant, de sortir des fruits de Kedushat Shvi'it, de la sainteté de la Shemitah, en dehors d'Israël. Vous avez compris pourquoi? Parce que tout est relié au l'engouement du peuple juif à la terre d'Israël. Alors, pour les fruits, c'est une chose, mais il y a d'autres produits qu'on n'a pas le droit de sortir en Chutz La'aretz. Quels produits on n'aurait pas le droit de sortir en Chutz La'aretz à cause de la Shemitah? Alors, il y a les fruits, mais il y a également le vin. On a souvent tendance à vouloir prendre un bon vin d'Israël. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des vignobles qui respectent les lois de la Shemitah et leur production de vin pendant la Shemitah sont des vins qui sont porteurs de la sainteté de la Shvi'it. On ne peut pas les emmener en Chutz La'aretz. Parce qu'encore une fois, la sainteté de la Shemitah, c'est la connexion, la reconnexion entre le peuple d'Israël et sa terre. Si ce que je dis est vrai, cela veut dire que quand est-ce que la Shemitah est nécessaire? Eh bien, elle est nécessaire lorsqu'il y a un risque de surappropriation de la terre, comme on l'a expliqué. Mais lorsque le risque est inversé, que Am Israël s'est éloigné complètement de la terre d'Israël, bah oui, 2000 ans d'exil, vous imaginez bien que notre connexion avec Israël était moindre que quand on y était. Eh bien, lorsque le peuple juif va vouloir revenir en Israël après 2000 ans d'exil, il faudra trouver un stratagème pour leur permettre de ne pas respecter la Shemitah. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir expliquer aussi à nos élèves. Parce qu'aujourd'hui, 95% des agriculteurs en Israël ont signé ce qu'on appelle Heter HaMechira. C'est quoi Heter HaMechira? C'est le fait qu'on a vendu les terres agricoles d'Israël à un non-juif. De ce fait, le non-juif, il n'est pas tenu de respecter la Torah. Donc, lui, il ne doit pas faire la Shemitah. Et donc, il peut continuer à travailler la terre. Il va louer les services de l'agriculteur pour qu'il continue à travailler sur ce champ. Ainsi donc, toute la production de ce champ-là ne sera pas soumise aux lois de la Shemitah. C'est un stratagème pour ne pas faire la Shemitah. Aujourd'hui, 95% de la production en Israël ne se soumet pas à la Shemitah. Soit grâce à ça, soit par d'autres techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vin, c'est une grosse galère, vu que même dans 4 ans, on pourra avoir du vin de Shemitah. Ah bah oui, tu pourras avoir du vin de Shemitah dans 4 ans. Tu sais quoi? Support pédagogique, ne bouge pas. J'ai ici un vin, d'ailleurs très très bon, qui s'appelle Psagot. Okay, le vignoble de Psagot qui est juste au-dessus de Jérusalem, juste au nord de Jérusalem. Eh bien, vous voyez ce qui a marqué sur l'étiquette, il y a un gros 7, parce que c'est un vin de Shvi'it. C'est un vin de la Shemitah, mais de la Shemitah dernière. D'accord? Donc, ça veut dire que vous dites dans 4 ans, on pourra avoir, oui, dans 4 ans, dans 5 ans, même on peut le faire vieillir après, il peut avoir 15 ans d'âge, ce n'est pas le problème. Donc, effectivement, maintenant, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une galère. Il faut juste regarder quand on achète le vin, est-ce qu'il est, d'abord, normalement, s'il a une Teuda de Kashrut et que vous le trouvez dans un magasin en France, c'est qu'il n'est pas Bekdushat Shvi'it. La seule question, c'est si vous êtes allé en Israël et que vous avez acheté ce vin, alors il faut vérifier, si vous avez prévu de repartir en France, il faut vérifier quel vin vous achetez pour savoir s'il n'est pas de Kedushat Shvi'it.
C'est assez rare, hein, soyons honnêtes, des vins qui sont Mikdushat Shvi'it, mais ça existe. Mais qu'on ait prévenu Là- de revenir en France ou pas, ça change rien. Non, parce que si vous restez en Israël, vous pouvez l'acheter, vous pouvez boire de la Kdushat Shvi'it. Il n'y a pas de problème en Israël. Mhm. Vous n'avez juste pas le droit de le ramener en France. OK? C'est-à-dire profiter de Kdushat Shvi'it en Israël, c'est tout à fait permis. Il y a Ça veut juste dire plein de que les fruits de la halachot qu'il faut 7e année, on a savoir. le droit de les vendre. On a le Pardon? droit. J'ai un champ et les fruits de la Shemitah de ce champ, j'ai le droit de les vendre. Vous avez le droit de faire ce qu'on appelle Otsar Beddin. Alors, vous me faites rentrer dans les détails de la halakha. C'est quoi Otsar Beddin? C'est que, alors ça, il y a, j'ai dit les 5% qui restent d'agriculteurs qui font ça, qui vendent au Beddin leur champ. Donc OK? voilà, mais s'il ne l'a pas vendu, Attends, 2 secondes. Il vend au Beddin, s'il ne l'a pas vendu, a priori, il n'a pas de théodat de cacheroute sur son vin. C'est-à-dire que s'il n'a pas du tout envie de faire quoi que ce soit, on ne va pas lui donner la cacheroute sur sa production de vin. Mais ce qui peut arriver, c'est qu'il a fait Otsar Beddin, c'est-à-dire qu'il a vendu son champ au grand rabbinat d'Israël. Et le grand rabbinat d'Israël, il loue les services de l'agriculteur, pas pour travailler la terre, parce qu'on doit respecter à ce moment-là toutes les lois de la Shemitah, mais il se sert de l'agriculteur comme réseau de distribution. Et donc, si tu veux, il y a une partie des recettes qui revient à celui qui a fait le boulot de distribuer la chose, et donc il est payé pour ça. D'accord? Mais la Kdusha du vin, elle reste à ce moment-là. Et donc, il y a plein de halachot qu'il faut étudier de ça. Enfin, plein de halachot. Il y a des halachot qui expliquent qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire avec un fruit ou du vin, Mikdusha Shvi'it. En l'occurrence, on n'a pas le droit de gaspiller. C'est-à-dire que si tu viens chez moi et qu'on ouvre cette bouteille, eh bien, il faudra la terminer. Il faudra terminer ton verre. Tu ne pourras pas laisser. Je sais que ça va être. on se débrouillera. Voilà, ça sera très difficile, mais par contre, tu n'as pas le droit de cuisiner avec. Parce qu'il faut l'utiliser tel qu'il est normalement utilisé dans la majorité des cas. Or, le vin, a priori, il est plus utilisé pour être bu que pour être cuisiné. Donc, s'il est Bikdushat Shvi'it, tu dois l'utiliser tel quel. Il en va de même pour les fruits. Est-ce qu'on a le droit de les presser pour faire du jus avec les fruits de Kdushat Shvi'it? Bah, Ça sûrement que si dépend. c'est courant, oui. Voilà, si c'est courant de presser ces fruits-là, oui. Sinon, non. Bon, il y a plusieurs petits détails de halakha. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on va dire à nos enfants, alors, bien sûr, la kedusha des fruits, eh bien, c'est en terre d'Israël. Et là, on peut faire tout un parallèle avec ce que ça veut dire être un fruit. Qu'est-ce que c'est pour nous les fruits? Qu'est-ce que ça nous rappelle? Vous parliez tout à l'heure de la connotation avec Adam Arishon, évidemment, la dimension du fruit dans le Gan Eden. Tout ça, on peut expliquer. Et là, on arrive sur la question, oui, mais attention, comment est-ce qu'on fait passer ça aux enfants? Bien, j'ai des enfants qui ont respectivement 14 ans, 11 ans, 8 ans et 5 ans. Vous imaginez bien que je ne vais pas pouvoir leur expliquer la Shemitah de la même façon. Résultat des courses, avec ma fille de 14 ans, on a étudié les lois de la Shemitah. Il n'y avait pas d'image. Mon fils de 11 ans et ma fille de 8 ans ont étudié en long, en large et en travers cette BD. C'est une BD super. Bon, elle n'est que en hébreu, mais elle est quand même super. C'est une BD qui raconte une histoire qui parle de la Shemitah et entre chaque partie de l'histoire, il y a les halachot en question qui ont été évoqués pendant l'histoire. Ok? C'est suivant les enseignements du Rav Mordechai Eliyahu. D'accord? Donc ça, c'est un très très bon support pédagogique. Et avec ma fille de 5 ans, on a lu l'histoire l'orange et le poivron rencontrent la Shemitah. Et là aussi, on va pouvoir apprendre plein de choses sur la Shemitah, plus adaptée à 5 ans. La Shemitah, chez vous, c'est tous les 3 ans en congé paternité. Oui, si vous voulez. Donc, la Shemitah, on a dit, quand on souffre d'un trop-plein d'attachement à la terre d'Israël, on prend du recul. Mais lorsque le problème, c'est l'inverse, c'est parce que pendant 2000 ans, on n'y était pas, eh bien, on a trouvé un stratagème pour, eh bien, justement, nous permettre de ne pas avoir à faire la Shemitah. Et là, on va se dire, ouais, mais est-ce qu'il ne s'agirait pas d'essayer de trouver, je ne sais pas, moi, des moyens de contourner la Torah? Est-ce que c'est très, très cachère de faire ça?
Eh bien, ça, c'est un très bon débat qu'on peut faire avec nos enfants, qui ne va pas toucher que à la Shemitah, mais qui va être général dans l'éducation. Est-ce que les Juifs, ils n'auraient pas tendance à trouver ce qu'on appelle en... Alors là, je suis désolé, c'est mes origines yiddish qui vont ressortir, mais est-ce qu'on n'aurait pas tendance à trouver des drailles, comme on dit chez moi, c'est-à-dire des stratagèmes, hein, pour... Ben, on en connaît plein des stratagèmes qui ont été mis en place par nos maîtres et qu'on utilise encore aujourd'hui. Par exemple, il y a, dans l'histoire de la Shemitah, le Prousboul. Prousboul qui a été mis en place par Hillel Azaken. C'est quoi? Eh bien, normalement, durant la Shemitah, oui, ça on a oublié de le dire, mais il ne s'agit pas que d'une Shemitah au niveau des fruits, mais c'est la Shemitah aussi au niveau de l'argent. Je n'ai plus de dette. Tous les emprunts que j'ai faits, je ne dois plus les rembourser. Ah oui, mais ça a fait un problème parce que les gens, à l'époque du Beth Amikdash, la 6e année, ils arrêtaient de prêter de l'argent à ceux qui en avaient besoin. Parce qu'ils se disaient, pas bête la bête, je sais très bien que dans un an, c'est la Shemitah, tu ne me rendras jamais d'ici là, et après tu diras, j'ai plus besoin de te rendre. Et donc, Hillel Azaken a inventé un concept qui s'appelle le Prousboul. Bon, mais sauf que si on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'on n'a toujours pas réussi à intéresser nos élèves. Ils ne savent pas ce que c'est le Prousboul, l'argent, ce n'est pas eux qui gèrent, c'est leurs parents. Alors venez, on va essayer de trouver un stratagème utilisé par nos maîtres pour contourner un interdit de la Torah, qu'on peut faire aussi, enfin qu'on fait, pas qu'on peut, qu'on fait aussi en Chutz La'aretz. Est-ce que vous connaissez un stratagème qui est utilisé dans toutes les communautés et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au Heter HaMechira, au fait de vendre la terre d'Israël, mais c'est sur un autre sujet. Évidemment. Pessah. Eh oui, Hametz. la vente du Hametz. Toutes les communautés vendent le Hametz. Toute personne bien normalement constituée avec un whisky qui a plus de 5 ans d'âge vend son Hametz. Alors, il est évident que ce n'est pas du tout ça l'ambiance de la Torah. La Torah ne nous a pas demandé de vendre le Hametz. Elle nous a demandé de boire le Hametz, en l'occurrence. Ben oui, pourquoi il y a Pourim avant Pessah? C'est pour finir la bouteille de whisky. C'est bien connu. Mais en vrai, pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'où, et là, on peut expliquer à nos élèves, d'où ça vient, la vente du Hametz? Pourquoi ça a été inventé? Pourquoi est-ce que le Réma, il y a 500 ans, il met ça en place? Au départ, ce n'est pas pour vous et moi, pour monsieur tout le monde. C'est mis en place pour les gens qui ont des grandes usines, enfin, usines, il n'y a pas d'usine à l'époque, mais des grandes entreprises où ils vont faire beaucoup de céréales et ils risquent d'avoir énormément de pertes. Et pour qu'il n'y ait pas énormément de pertes, on fait ce stratagème-là. Et après, ça a été démocratisé pour tout le monde. La vente du Hametz, c'est pour éviter une avéra. La vente de la récolte de la Shemitah nous évite de faire une... Enfin, je vois... Attends. De faire une mitzvah. Non, c'est l'inverse. Enfin, c'est pas exactement cela. La vente du Hametz nous évite pas du tout de faire une avéra. Au contraire, elle risque de nous faire une avéra. Elle nous empêche de faire une mitzvah, c'est sûr, puisque la mitzvah, c'est Tashbitu seor mi batechem. Nous avons une mitzvah de levaer et hametz. C'est une mitzvah de détruire le hametz que nous avons chez nous. En vendant le hametz au goy, on va annuler cette mitzvah-là et on risque même de transgresser Baal Irae ou Baal Imatzeh. Parce que j'ai vendu mon hametz que j'ai mis dans un placard, mais le goy, il n'est pas venu récupérer le hametz, il est toujours chez moi. Donc peut-être que par inadvertance, je vais ouvrir ce placard-là et je vais tomber devant tous mes gâteaux. Donc, la vente du Hametz, ça enlève la mitzvah de brûler le Hametz et ça risque de me faire une avéra de voir le Hametz, voire même peut-être, le Shalom, de l'utiliser. C'est exactement la même chose que pour la vente des terrains agricoles pour la Shemitah. Mais C'est effectivement... je vends le Hametz parce que je n'ai pas le droit de le posséder aussi. Pas seulement pour éviter la mitzvah de le brûler, de le détruire. Mais vous n'avez pas le droit de posséder du Hametz, bien sûr. Vous avez raison, mais la Torah m'a dit comment faire pour ne pas le posséder. Oui, mais il y a une partie que de toute façon, je vais être mévaire. Il y a une partie que je vais être mévaire. Tu parles des 10 mini morceaux de pain que j'ai mis dans du papier d'alu pour faire. Tu comprends que ça s'appelle faire comme ça, la mitzvah? C'est-à-dire que ne faut pas être dupe. On ne peut pas se moquer de Dieu non plus. On le fait tous, hein, moi aussi.
Enfin, moi, je ne le fais pas, mais Psader, je ne vends pas mon Hametz. Mais, Plus j'ai pas de le fait que whisky de 3-4 semaines farfandage. avant, on finit tout le Hametz qu'on a à la maison. Donc, c'est aussi D'accord. une sorte de. Nahon, donc tu n'as pas besoin de vendre. Ah, si tu as fini tout ton Hametz, tu n'as pas besoin de vendre. On Maintenant, a des bouteilles à 400 €, voilà. alors, je viens pas. J'ai dit, j'ai pas de whisky chez moi qui vaut 400 €, donc je me pose pas ce genre de problème. J'aime pas le whisky, je préfère le Ah, vin. que ce Mais soit que ce soit un patent pas très honnête, on est d'accord. oui, Mais c'est un patent pour m'éviter de posséder du Hametz alors que je vais faire une Avera d'Oraita si j'en possède. Mais là, posséder des fruits de la Shemitah, il n'y a aucune Avera, au contraire. non, c'est la vente du Hametz, la vente de la Shemitah, hein, c'est pas pour ne pas posséder des fruits. C'est pour que je puisse continuer à travailler dans le champ pour avoir la parnassa Ouais, et et là, ne pas transgresser les alors que avérotes. travailler le champ, c'est assaut. Ah bah oui, évidemment. Ah Donc, non, mais je ne suis pas rentré dans toutes les lois de la Shemitah parce qu'on aurait besoin d'un peu plus de temps. J'ai donné une série de cours sur les lois de la Shemitah. Non, mais c'est en hébreu, donc ça ne va pas vraiment vous aider. Mais j'ai fait un cours en français, donc peut-être que je vais l'envoyer à Elinor et elle pourra vous le transmettre sur les lois de la Shemitah, ainsi de suite. Mais si vous voulez, il y a plein de halachot, de choses qu'on n'a pas le droit de faire dans le champ pendant la Shemitah. Agave, entre parenthèses, qui ne sont pas que concernant les agriculteurs, mais concernant également les gens qui ont un jardin chez eux, concernant les gens qui ont des plantes dans des pots, et ainsi de suite. Donc, il y a plein de halachot au niveau de la Shemitah. Donc, il y a aussi la vente des terrains, la vente de la terre d'Israël, c'est aussi pour ne pas tomber dans ces avérotes-là. D'accord? Donc, c'est exactement pareil que la vente du Hametz. À ceci près que c'est beaucoup moins compliqué, halachiquement parlant, de vendre les terrains de la Shemitah que de vendre le Hametz. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas posséder du Hametz, c'est des Horaïta, c'est un interdit de la Torah, alors que aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire que la Shemitah, elle est des Rabbanan. Elle n'est pas obligatoire de la Torah. Pourquoi? Eh bien parce que pour que la Shemitah soit des Horaïta, il faut que la majorité du peuple juif soit sur la terre d'Israël. Or, ce n'est pas encore le cas. D'accord? Je voudrais, Oui, excusez-moi, bien sûr. mais je voudrais rebondir sur le fait de vendre du Hametz. Oui, Alors d'abord, il y a aussi le Inyan que des fois on a des kelim qui sont Hametz, donc ça fait partie de vendre parce que vous ne pouvez pas voilà, cachériser aujourd'hui, personne cachérise toute sa vaisselle, etc. Deuxièmement, si c'est mondialement reconnu qu'il y a autant de rabbanim qui le font, je pense que puisque c'est mitzvah de Horaïta et que c'est tellement grave, c'est pour protéger le Ham Israël de ne pas, chas shalom, posséder du Hametz pendant Pessah, et ce n'est pas pris à la légère. Il y a toute une clause bien étudiée par des rabbanim pour que la vente de Hametz protège le Ham Israël de ne pas posséder du Hametz. Donc, qu'il y a un choix, certaines personnes de ne pas le faire, c'est une chose. Mais de soulever que c'est problématique, je pense qu'au contraire, la vente de Hametz est là pour pouvoir que tout Ham Israël soit dans un Pessah kasher. Mais Madame Lavertov, je n'ai pas du tout dit que c'était problématique. Je suis tout à fait, j'ai aucun problème avec la vente du Hametz. Elle est tout à fait cachère la méadrine, sans aucun problème, bien évidemment. Elle a été faite déjà depuis 400, enfin presque 500 ans, et tous les rabbanim sont d'accord pour la vente du Hametz. Il n'y a aucun débat là-dessus. À aucun moment, j'ai dit qu'il ne fallait pas vendre son Hametz. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai rien chez moi qui justifie la vente du Hametz. On n'achète plus de céréales 3 semaines avant Pessah et puis on n'a plus de Hametz à la maison. Et en général, ce que je brûle pour le bio Hametz, c'est peut-être le quart de paquet de farine qui me reste et le quart de paquet de pâtes qui me reste. C'est tout ce qui me reste à la maison. Mais c'est uniquement pour ça. Dans ma communauté, je suis rabbin de communauté, je vends le Hametz de ma communauté. Donc, à aucun moment, j'ai dit que c'est un problème de vendre le Hametz. Je sais très bien que c'est tout à fait cachère de vendre le Hametz. Et on vend le Hametz pour faire en sorte que les gens n'aient pas de Hametz chez eux. Vous avez tout à fait raison. Je dis simplement que le fait de devoir brûler le Hametz et de devoir ne pas en avoir chez nous du tout, c'est une mitzvah d'Eoraïta. Donc, on a trouvé un stratagème parce qu'on connaissait le peuple juif et qu'on voulait lui éviter de faire des erreurs. On a trouvé un stratagème qui s'appelle la vente du Hametz. Il est cachère la méadrine, ce stratagème. Je dis simplement que c'est plus facile de trouver un stratagème pour contourner une mitzvah des Rabbanan que pour contourner une mitzvah des Horaïta. Et en cela, je dis que
le fait de trouver le même stratagème pour vendre les terrains agricoles de la terre d'Israël, j'ai simplement dit qu'il était plus simple. C'est à col. Je ne dis pas que la vente du Hametz, elle n'est pas cachère. Elle est très, très, très cachère. Il n'y a aucun D'accord. problème. D'accord? Donc, excusez-moi si j'ai mal Ah, pas de compris. problème. C'est bien qu'on ait pu éclaircir cela. Quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre que lorsque la question s'est posée, eh bien, c'est devenu une véritable question. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Les Juifs commencent à revenir en Israël. Et tout d'un coup, la question de la Shemitah se repose. Que faire? Eh bien, que faire? Pour ce faire, on demande à 7 hommes. Alors, hop là, de nouveau outil pédagogique. Hop là, je vais y arriver. Hop là. Alors, où es-tu, mon ami? Voilà. Il y a 7 hommes. Ouais, je vous montre toute ma bibliothèque pour les enfants. Il y a une série de livres, mais là encore, qui n'existent qu'en hébreu. Mais vous pouvez vous les procurer et ensuite raconter les histoires à vos enfants. Ça s'appelle Gdolé Haouma le Yaldei Israël, les grands de notre peuple pour les enfants d'Israël. Et ce sont des histoires. Chaque livre, c'est 25 histoires. Il y a une image et une histoire qui va avec. Là, en l'occurrence, je tiens le livre qui parle de cet homme-là, qui s'appelle le Rav Shmuel Moaliver. Et le Rav Shmuel Moaliver est celui qui va inventer le concept du Heter HaMechira, de vendre les terrains pour pouvoir permettre la survie du peuple juif. Et oui, parce que lorsque les Juifs commencent à revenir en Israël au 19e siècle, l'agriculture est terriblement pauvre à l'époque. C'est très dur. Il faut assécher les marécages, il faut essayer de faire pousser des choses dans un endroit où rien n'a poussé depuis 2000 ans. C'est très, très, très difficile. Et donc, si pendant un an entier, ils ne s'occuperont pas de leurs terres, eh bien, non seulement ce qu'ils ont fait pendant 6 ans va être détruit entièrement, et il n'y aura rien à manger. Et donc, il va mettre en place ce Heter HaMechira. Ça fait donc près de 150 ans qu'on a aujourd'hui le Heter HaMechira. Et aujourd'hui, il protège une grande partie, pour ne pas dire tout le peuple juif, de faire les avérotes qui sont liées à la Shemitah. Car vous le savez bien, comme vous avez dit tout à l'heure sur le Hametz, qu'il y a plein de juifs qui ne vont pas forcément être très regardants, et donc le fait qu'ils ont vendu le Hametz à leur rabbin de la communauté, leur permet de ne pas transgresser parce qu'ils n'auraient peut-être pas forcément bien enlevé tout le Hametz de chez eux. De la même façon, la majorité des juifs qui habitent en Israël ne connaissent pas forcément les lois de la Shemitah. Et donc, ils pourraient transgresser. Le Heter Mechira leur permet d'eux. Mais si on revient sur le côté idéologique, c'est parce que justement, nous sommes dans une génération où nous devons nous réimprégner de la terre d'Israël. Et c'est donc la raison pour laquelle on va faire ce stratagème pour pouvoir se réimprégner de la terre d'Israël. Alors, si on récapitule, comment est-ce qu'on peut expliquer la Shemitah à nos enfants? D'abord, il faut leur expliquer le concept de la relation entre le peuple juif et la terre d'Israël. C'est-à-dire, pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'on y gagne et qu'est-ce qu'on y perd. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on gagne à être en terre d'Israël, quelle est la notion de Kedusha de Shvi'it, de la sainteté de la 7e année, et qu'est-ce qu'on perd à ne pas être relié à cette terre d'Israël. Par rapport à la Shemitah, on perd le fait que on ne peut pas se rattacher à cette mitzvah. Plus on l'étudie, alors qu'on ne peut pas la pratiquer, et plus on peut se languir de pouvoir la pratiquer. C'est-à-dire, si on n'est pas conscient qu'il nous manque quelque chose, on ne sait pas qu'il nous le manque. Donc ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, essayer d'étudier quelles sont les lois de la Shemitah. Nos enfants ne sont pas censés devenir les futurs grands rabbins d'Israël. Donc, on ne doit pas rentrer avec eux dans les détails du détail. Il y a un grand principe, et je pense que ça suffit pour leur expliquer ça. Le grand principe, c'est toutes les actions que je vais faire pour la survie de mon arbre ou de mon champ sont permis pendant la Shemitah. Mais toutes les actions qui sont là pour embellir ou augmenter la production sont interdites pendant la Shemitah.
Donc la survie, oui, l'embellissement, non. D'autre part, il y a un autre truc qui est très important, c'est la Shemitah, c'est quand on est relié à la terre. Lorsqu'on n'est pas relié à la terre, ben, il n'y a pas de Shemitah. Donc, eh bien, aujourd'hui, une culture qui serait pas en terre, eh bien, n'est pas soumise aux lois de la Shemitah. Et c'est ce que font beaucoup d'agriculteurs. On fait pousser, vous savez, sur des, je ne sais pas comment on dit en français, matzah menutak, c'est-à-dire qu'on les fait pousser en culture qui sont détachés de la terre, dans des bacs comme ça surélevés du sol, qui sont dans des bacs en plastique ou en truc, et on met, c'est pas vraiment de la terre qu'il y a dedans, c'est un compost particulier, et ils vont pousser là-bas. On fait ça pour les légumes, on fait ça pour les fraises, on fait ça pour plein de choses. Et donc, ces produits-là ne sont pas liés à la Shemitah parce qu'ils sont détachés de la terre. Et donc, c'est vrai aussi pour le pot de fleurs que j'ai chez moi. Est-ce qu'il a un trou dans le pot qui va faire que potentiellement l'arbre ou le buisson ou l'arbuste ou le truc pourrait prendre racine? Ou alors, est-ce que j'ai mis une assiette en dessous qui fait qu'il est complètement détaché de la terre? Dans le premier cas, il est soumis à la Shemitah. Dans le deuxième, il n'est pas soumis à la Shemitah. Donc, ce sont des principes qui sont assez faciles à transmettre. D'autre part, et c'est là peut-être qui va être le plus facile pour nous, c'est d'expliquer, et c'est ce qu'on a évoqué très rapidement, j'aimerais rentrer là-dessus, expliquer ce que ça veut dire pour le peuple juif, la notion de l'arbre et du fruit. Alors, certes, on peut le faire aussi à Tou Bishvat, il n'y a aucun problème, mais on peut le faire aussi à Tou Bishvat dans l'année de Shemitah. On fait une pierre deux coups comme ça. L'arbre et le fruit. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Vous savez d'abord que l'arbre, qui se dit etz en hébreu, vient du mot etza. Un arbre veut dire littéralement un conseil. Peut-être que c'est la raison pour laquelle, dans toutes les cultures, on prenait conseil à l'ombre de l'arbre. Peut-être. En tout cas, l'arbre, c'est l'origine, le fruit, c'est ce qui en découle. On pourrait dire que l'arbre, c'est la cause et le fruit, c'est la conséquence. Remarquons que dans la Torah, lorsque Dieu donne l'ordre à la nature de faire pousser des arbres, il dit Totsi haaretz, etz peri, ose peri. C'est-à-dire un arbre fruit qui fait des fruits. C'est l'ordre de Dieu. La terre ne va pas obéir. Et elle fera etz ose peri, un arbre qui fait des fruits. L'arbre lui-même ne sera plus fruit. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que dans l'origine du commandement, le but, c'est que la cause et la conséquence soient reliées, soient directement reliées. Dans notre monde, eh bien, ce n'est pas le cas. Il y a la cause et il y a la conséquence. Lorsque nous mangeons le fruit, nous essayons de réunir ces deux dimensions. Car l'homme est comparé dans la Torah à l'arbre, qui a Adam et Sassadé. Et donc, lorsque l'homme mange le fruit, eh bien, en fait, il essaye de ramener la cause et la conséquence à une origine commune. Manger un fruit, c'est donc se rattacher à l'idéal de la création. Et alors là, on peut se poser la question, mais quel fruit? C'est pas n'importe quel fruit. Les fruits qui sont ceux qui symbolisent la terre d'Israël, on en parle à Tou Bishvat évidemment, mais on peut, au fur et à mesure de l'histoire, montrer à nos élèves comment les fruits d'Israël sont devenus des symboles. Prenons le rameau d'olivier. Quel est le symbole de l'olive, de l'olivier, dans le peuple juif? C'est une question qu'on peut leur poser. Eh bien, quel est le symbole? À quoi ça nous fait penser quand on dit olivier? La noire. Alors, à Noir, tout à fait. Mais ça, ce n'est pas un symbole, j'allais dire, quand quelqu'un il voit un olivier, il ne pense pas tout de suite à Noir. Dans la culture populaire. L'espoir. L'espoir, toujours à cause de la fin du déluge. Ouais, voilà, toujours avec voilà. Noir. Ouais. Mais ça, c'est parce que vous connaissez bien la paracha de Noir. Ouais.
il y a plein de gens qui ne connaissent pas la paracha de Noach. Des olives, tout simplement. Oui, non, c'est vrai que les oliviers, ça fait À penser aux l'huile olives. d'olive, au Beth Amikdash. Oui, Beth Amikdash, Olivier, dites-moi, tous vos élèves sont des gens qui sont très religieux? L'olivier, c'est la paix. Ah, merci, j'attendais. L'olivier, c'est la paix. Naomi Bloom, c'est qui? C'est Naomi? Non, c'est Nicolas Cravier qui a répondu. Ah, mais parce que j'ai vu Naomi Bloom qui m'a Ah ouais, marqué je c'est suis la là, paix. Karl. C'est toi? Ouais, je suis là du Maroc. Mais pourquoi tu mets pas ta tête? Parce que, comment dire, il est tard et C'est cela. on fait la paix. C'est cela, d'accord. Enchanté les Marocains. En tout cas, quoi qu'il en soit, la paix. Alors, je vais vous dire, c'est exactement le symbole de l'olivier dans le monde entier. Il n'a rien à voir avec le judaïsme. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans le judaïsme, l'olivier n'est symbole de paix. Je ne suis pas contre la paix, c'est très bien la paix. Mais l'olivier, alors quand vous me dites le Beth Amikdash, l'olive, tout ça, vous avez 100% raison. Mais il y a une autre chose qui est le symbole de l'olive, ou plutôt du rameau d'olivier. Vous connaissez ça? C'est quoi ça? Bon, ça, c'est ma carte d'identité israélienne. Mais ce que je vous montre à l'écran, c'est le symbole de l'État d'Israël. C'est-à-dire une menorah avec 2 rameaux d'olivier de chaque côté. Pourquoi l'État d'Israël a choisi ce symbole-là? Parce que dans les textes de du Tanakh, plus exactement, le rameau d'olivier, dans la prophétie de Zecharia Hanavi, lorsque Dieu lui montre quelle va être la Géoula, il lui montre une menorah avec 2 rameaux d'olivier qui partent de chaque côté. Et c'est la raison pour laquelle les créateurs de l'État d'Israël ont choisi comme symbole la menorah avec 2 rameaux d'olivier de chaque côté. Là aussi, on va pouvoir rattacher les textes, les fruits d'Israël, avec une relation beaucoup plus terre à terre. Il y a un autre fruit qui n'est pas parmi les 7 fruits d'Israël, et pourtant qui est le symbole des fruits d'Israël. C'est l'orange. Les fameuses oranges de Jaffa. Si on parle d'orange aujourd'hui, on ne va pas forcément faire le lien avec Israël, et pourtant, on pourra raconter l'histoire de la réussite des pionniers qui ont fait pousser des oranges en Israël et qui en ont fait un produit que tout le monde s'arrachait en Europe. Et on pourra aussi raconter l'histoire de l'orange, on va dire de l'orange piégée, symbole du combat pour la libération d'Israël de Meir Feinstein et Moshe Barazani. C'est une histoire que vous connaissez peut-être, c'est une histoire fantastique. Nous sommes avant la création de l'État d'Israël. Les Anglais sont les patrons ici, et bien qu'ils aient signé la déclaration Balfour, ça fait bien longtemps qu'ils ont plutôt pris le pas et le parti des Arabes que le parti des Juifs. Il y a à ce moment-là en Israël des groupes qui veulent se battre pour la libération d'Israël. Ça peut être la Haganah, ça peut être le Hetzel ou le Lehi. À ce moment-là, celui qui devient le commandant du Hetzel, du Irgun en français, on dit, Irgun Tzvaï Leumi, organisation militaire nationale, il s'appelle Menachem Begin. Et Menachem Begin va envoyer ses hommes faire une opération pour bien faire comprendre aux Anglais qu'ils ne sont plus les bienvenus ici. Cette opération, c'est de faire exploser pendant la nuit la station de gare, la gare de Jérusalem, la gare des trains de Jérusalem. Et l'opération sera un succès. Ils vont réussir à faire exploser la gare, mais les 2 commandants de l'opération vont être arrêtés par les Anglais. Ils s'appellent respectivement Meir Feinstein et Moshe Barazani. Meir et Moshe sont amenés au Migrash Haroussim, à la grande prison anglaise de Jérusalem, et ils vont être tous les 2 condamnés à mort. Condamnés à mort par pendaison. Il y a déjà eu des hommes condamnés à mort dans la ville de Akko. Mais c'est la première fois qu'on va condamner à mort depuis l'Empire romain des Juifs à Jérusalem. Ils ont droit
à une dernière volonté et une dernière visite de leur famille. Ils demandent comme dernière volonté, puisqu'ils se sont battus toute leur vie pour la résurrection du peuple d'Israël sur sa terre et de la terre d'Israël, eh bien, ils demandent de pouvoir manger une dernière fois une orange chacun de Jaffa. Les Anglais n'y voient pas trop d'inconvénients, ce n'est pas une demande complètement folle, pourquoi pas? Et donc, la famille vient et chacun leur apporte une orange. Les oranges sont regardées par les Anglais vite fait et on les fait passer aux prisonniers. Et après s'être séparés de leur famille, ils commencent à préparer l'opération. Demain, ils seront pendus au lever du soleil par les Anglais à Jérusalem. Comme c'est la première fois, toute la direction, l'établissement anglais sera là. Dans ces oranges, les familles avaient caché dans chacune des oranges une grenade. Ils ont coupé l'orange, l'ont vidée, ont mis une grenade à l'intérieur et ont collé le haut de l'orange pour faire croire qu'il n'y avait rien. Et le but était simple. On ne laissera pas les Anglais nous pendre pour avoir essayé de libérer Israël. Et donc demain, lorsqu'ils nous emmèneront et qu'on sera face à tout l'établissement anglais, eh bien on découpera les grenades et on partira avec eux. Voilà le projet. Voilà le plan. Et ils sont prêts à le mettre en pratique s'ils n'avaient pas, entre-temps, reçu la visite de lui. Lui, c'est Rabbi Aryeh Levin. Rabbi Aryeh Levin, c'était le rabbin des prisonniers. Rabbi Aryeh Levin brave les interdits anglais et vient les voir à 11h du soir. Il n'attendait pas à avoir la visite de Rabbi Aryeh, mais ils l'ont quand même. Et il va rester avec eux non pas 1 heure, non pas 2 heures, mais 3 heures. Et il pleurera avec eux. Et il priera avec eux. Et à la fin, lorsque les Anglais lui disent qu'il faut vraiment qu'il s'en aille, il leur dit: mes frères, mes enfants, je serai là demain à la pendaison. Car je ne veux pas que le dernier visage que vous voyez, c'est celui d'un Anglais qui vous persécute, mais je veux que ce soit celui d'un frère juif qui vous aime. Ils essayent de lui dire: mais non, ne venez pas, ne venez pas, ne venez pas. Ils ne peuvent pas évidemment dire pourquoi, parce que les Anglais écoutent. Et lorsque le Rabbi Aryeh s'en va et qu'ils ont compris qu'il sera là demain, eh bien, ils décident de changer leur plan. Au petit matin, juste avant le lever du soleil, Be'alot HaShachar, de la cellule des condamnés à mort sort une musique. Les 2 hommes chantent. Ils ne chantent pas la tikva comme l'avaient fait les autres condamnés à mort, mais ils chantent Adon Olam. Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzirah. Je ne connais pas l'air. Je ne sais pas quel est l'air qu'eux ont chanté. Mais je sais qu'ils ont dit Veim Ruchi Geviyati Hashem Li Velo Ira. Je n'aurai pas peur car Dieu est avec moi. Et à ce moment-là, ils s'enlacent l'un l'autre, mettent une des 2 grenades entre deux, enlèvent la goupille et partent à ce moment-là. Rabbi Aryeh Levin, qui n'est pas là, qui est dans sa synagogue en train de prier, à ce moment-là s'effondre en larmes, comme s'il avait ressenti la douleur de la perte de ses amis. L'orange de Jaffa est devenu le symbole du combat pour Israël et de la réussite pour Israël. Au final, bien des années plus tard, Menachem Begin deviendra le premier ministre de l'État d'Israël. Il sera élu en 1977 et se représente en 1981. Il est au coude à coude avec un certain, je ne sais pas si vous avez entendu parler, d'un certain Shimon Peres. Il est au coude à coude. Et grand nombre d'instituts de sondage le donnent perdant à cette 2e élection. Mais la veille de l'élection, le camp de gauche décide de faire un truc pour récupérer les voix des Ashkénazim. Et donc, comment on fait pour récupérer les voix des Ashkénazim? On envoie un humoriste, qui est un soutien de la campagne de Shimon Peres, taper sur les Sfaradim. Parce que si on tape sur les Sfaradim, forcément les Ashkénazim vont voter pour nous.
Et donc, l'humoriste traite les séfarades de tchertchechim, de bons à rien. Il dit qu'ils ne sont même pas capables à peine de garder les portes d'entrée des bases de l'armée. Le soir même, à quelques heures du scrutin, Menachem Begin fait son dernier discours. Et il déchire devant les milliers de personnes réunies le discours qu'il avait prévu de faire. Et il reprend l'actualité. Et il dit que ce matin, il y a un certain Doudou Topaz qui a appelé les Sfaradim Tchertchechim, bon à rien. Et à ce moment-là, Menachem Begin va raconter l'histoire de Meir et de Moshe qui étaient sous son commandement en tant que chef du Hetzel. Et il terminera avec cette phrase et cette gestuelle qui l'ont rendu célèbre. Et tous les instituts, les analystes politiques disent que c'est grâce à cela qu'il a été réélu. Il termine en disant Meir Feinstein aya Ashkenazi, ve Moshe Barazani aya Yehudi mi Irak. Il était d'Irak. Et il termine en disant Ashkenazi, Iraki, Yehudim, Achim, Lochamim. C'était des juifs, c'était des frères. Et c'est ainsi qu'il a été réélu Premier ministre de l'État d'Israël. Les amis, les fruits d'Israël, la Shemitah, c'est ce qui va pendant 2000 ans nous ramener au l'engouement de la terre d'Israël. Aujourd'hui, les fruits et la Shemitah sont ce qui permet de recristalliser le ciment qui lie la société du peuple d'Israël. Que faire passer comme message à nos élèves lorsqu'on parle de la Shemitah? Eh bien, pour moi, il y en a 3. Ben Adam Lamakom, que je me réattache à Akadosh Baruch Hu en étudiant toutes les lois qu'il m'a données sur la terre d'Israël. Ben Adam Lechavero, je me réattache au peuple d'Israël grâce aux fruits d'Israël. Ve Ben Adam Leatzmo, je me rattache, moi, à mon identité bimillénaire que j'avais un petit peu laissée de côté durant la période de l'exil. Voilà comment la Shemitah peut redevenir quelque chose de totalement vivant, qu'on habite à Jérusalem ou qu'on habite à Paris. Voilà. Toda Rabba. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Je n'ai pas une question, mais je voulais vous féliciter pour ce cours magnifique. Et je suis très, très heureux parce qu'on a hésité, on s'est dit, on a eu il n'y a pas très longtemps un autre Rav qui a fait également un cours majestueux sur la Shemitah. Et on s'est dit avec Elinor, est-ce qu'on va faire à nouveau un cours sur la Shemitah alors que nos étudiants ont déjà reçu ça? Et on s'est dit, bon, ça sera certainement différent. C'est pas différent, c'est très, très différent. Et c'est formidable. Je vous remercie infiniment, Rav Fison. Avec plaisir. Toujours aussi passionnant et intéressant. Et voilà, je laisse la parole aux participants s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je passe à la suite. Merci beaucoup, Rav Fison. Merci infiniment. Alors, donc voilà, la suite, c'est que je vais vous présenter le cours qui est mis en ligne donc, en rapport avec très la bientôt Shemitah. tout le monde. Merci, Rav Fison. Très bien. Alors, donc voilà, là, c'est vraiment, je vais survoler en fait vraiment le cours qu'on propose avec Olam Shalem et qui est mis en ligne donc, sur le site de olamshalem.org que vous pourrez utiliser, imprimer et télécharger gratuitement. Donc, je vous fais part de la petite Matseguette que je vous ai préparée. Voilà. Alors, dites-moi si vous voyez mon écran. Alors. Oui, on voit l'écran. On voit l'écran? Ok, oui. Parfait. Alors, je commence. Alors déjà, juste pour un petit rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Olam Shalem, donc Olam Shalem, on propose des leçons une fois par mois qui sont mises en ligne. On propose également donc, des réunions de formation pour les enseignants et aussi des activités. Donc, le but étant de renforcer l'identité juive des enfants qui vivent en dehors d'Israël. Donc là, aujourd'hui, donc nous, c'est avec la France, avec les personnes qui parlent français, mais on a aussi vraiment cette mission auprès de plusieurs autres pays. Donc,
Comment ça se passe? Le site de Olam Shalem, il se présente sous cette façon. Donc, vous avez juste à vous inscrire en cliquant sur la rubrique Je suis enseignant. C'est tout à fait gratuit et vous allez pouvoir avoir accès donc, à tous les cours qui sont déjà mis en ligne et vous pourrez revenir sur des cours que vous avez peut-être ratés, des cours de l'année dernière. Il y a également, voilà, tous les mois, on essaye donc de mettre des cours en rapport avec la période. Donc, aujourd'hui, on va parler spécialement du cours sur la Shemitah. Donc ma Shemitah, Tikkun Olam. Première partie, donc ça sera donc illustration donc des chants et questions directives. Première approche à la Shemitah. Donc en fait, on va proposer à nos élèves. Donc pour commencer en introduction, on va leur proposer donc des dessins. Donc déjà, il faut savoir qu'on a plusieurs. Il faudrait couper vos micros, s'il vous plaît. Emmanuel Macron veut montrer qu'il est le bon élève de l'Europe. Elinor, on ne vous entend pas. Hein? Et votre... Des enfants, des animaux. Ah voilà. On vous entendait pas, on vous a pas entendu la dernière minute là, Elinor. D'accord. Ok. Alors, parfois, la connexion elle est instable quand je partage, donc voilà, c'est important de me dire. Alors, donc comme je disais, dans les cours de Olam Shalem, on propose pour plusieurs sections. Donc, on a des CP on a de CP CE1, CE2, CM2, CE2, 6e. Donc, pour introduire les notions de Shemitah, donc l'enseignant va distribuer aux élèves un dessin qui va représenter donc un chant pendant la Shemitah. Et en fonction donc, des classes, les questions directives, elles seront différentes, puisqu'on attend, on attend des réponses différentes. Et donc, c'est vraiment pour introduire et leur donner un petit peu la notion de ce que c'est que la Shemitah, quelles sont les différences donc, des chants quand c'est en année donc, de jachère et quand c'est en année normale. Les questions sont en hébreu, Elina? Non, alors voilà, très bonne question. Ça, c'est le contenu que j'ai mis ici, il est en hébreu, mais sur le site de Olam Shalem, vous avez juste à cliquer français et tous les cours sont traduits en français. Donc, vraiment, même qu'on appelle ça, le mararchio, comme on appelle ça, tout le contenu du cours, tout comme l'explication du cours, etc., c'est en français. Donc, je continue. Donc, ça, c'était pour la première partie. La seconde partie, qui est donc le centre finalement de la leçon, ça va être le jeu du loto. Donc, c'est une méthode pédagogique qu'on met en place. Comment enseigner donc les lois de la Shemitah, qui sont quand même des lois assez complexes. Comment est-ce qu'on va l'enseigner à nos élèves de sorte à ce que ça soit assez ludique et qu'ils puissent s'en rappeler. Donc, encore une fois, je vous le présente pour les deux sections. Donc, pour les sections qui sont un peu plus petites, donc les CP, CE1, et ensuite, je vous montrerai donc les CE2, 6e. Donc, premièrement, l'enseignant va avoir une carte de loto. Donc, c'est comme une sorte de tableau avec plusieurs dessins qui sont représentés. Il va pouvoir donc imprimer, le coller sur son tableau. Il aura également des cartes avec des définitions. Et donc, c'est là où il y aura toutes les définitions de la Shemitah avec vraiment les lois plus en détail. L'enseignant désignera un élève à chaque fois qu'il sortira une carte avec une définition et il lui demandera à quoi correspond en fait, la définition et le dessin. Et au fur et à mesure, ils colleront en fait les définitions sur le tableau et ensuite ce tableau, ils pourront le garder et le garder donc, en tant que décoration pour la classe. Donc ça, c'est une première partie pour les petites classes. Donc, c'est-à-dire vraiment, c'est prendre les définitions et les rattacher aux dessins qui sont correspondantes. Ensuite, on a donc pour les classes qui sont un peu plus au-dessus, donc pour les CE2, CM2, l'enseignant, il a la possibilité de partager sa classe en plusieurs groupes. Donc là, les élèves, ils auront une partie un peu plus active. C'est-à-dire, ils vont réfléchir un petit peu en groupe, ils vont se poser les questions entre eux, ils vont en discuter, ils vont lire les définitions. Et donc, là, on mélange un petit peu le loto et le jeu du bingo, c'est-à-dire que chaque groupe aura une sorte de tablette, on va dire, avec les dessins. Et chaque définition qu'ils vont reconnaître qui correspond à un dessin, ils pourront donc faire un petit signe comme quoi il fait partie de sa tablette. Et le premier donc, qui finit toute sa tablette, enfin le premier groupe qui finit toute sa tablette, il
il a gagné. Et donc, avec la prof, avec l'enseignant, avec le professeur, on revient sur les définitions et ce sera un moyen de correction. Donc, pour vérifier si les notions, les définitions, elles ont bien été comprises et que ça a bien été, donc, qu'il y a eu une bonne atama, quoi, que ça correspondait bien au bon dessin. Et ça sera encore une fois une façon donc, de garder donc, encore une fois ce tableau et de le garder collé en classe comme décoration. Donc ça, c'était la partie du loto. Donc comme je l'ai dit, voilà, l'enseignant donc tire une carte. Chaque Elinor, on ne vous entend pas. Enfin, moi, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si les autres, vous n'entendez pas non plus. Voilà. Elinor, Non plus, on n'entend plus On rien. n'entend pas. Ouais. On n'entend pas. dans cette valeur de Adam Achavero, c'est-à-dire qu'on met au repos donc, notre champ et finalement, eh ben, on va faire des actions qui seront en rapport avec l'autre. Donc, comment faire de la tzedaka, comment avoir un regard porté vers l'autre et pas porté seulement sur nous, et comment partager. Donc, on va mettre une petite notion que les enfants que les élèves vont découvrir, c'est les jardins communautaires. Donc, on va pouvoir coller un poster, donc encore une fois, au centre de... Alors, je vois que ma connexion elle est instable. Vous m'avez entendu? Là, maintenant, on vous entend. Oui, tout à l'heure, on ne vous entendait pas. Ok, donc comme je disais, en fait, nous, quand on a pensé, donc, quand on a pensé pour le cours de la Shemitah, on s'est dit quel accent en fait on veut, qu'est-ce qu'on veut partager à nos élèves. Donc, on voudrait mettre en fait, relever en fait la valeur du partage. Que pendant l'année de Shemitah, c'est quoi le partage? C'est-à-dire que je vais mettre en arrêt, je vais mettre en jachère ma terre et je vais permettre aux personnes qui sont dans le besoin de venir. Et ça sera ouvert à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde pourra venir et cueillir des fruits. Donc, c'est la notion de partage. Donc, moi, en tant qu'élève de CE2, de CM2, comment cette notion, elle va me toucher? Donc, on va venir aussi en parlant donc, du jardin communautaire. Qu'est-ce qu'un jardin communautaire? Donc, en fait, tout simplement, on va également revenir un petit peu sur les jardins communautaires qui existent à Jérusalem. Il y a certains jardins communautaires qui ont été donc mis en place pour qu'il y ait une bonne entente dans le quartier, pour qu'il y ait vraiment une activité entre le voisinage. Et donc, c'est vraiment mettre un petit peu une notion de, voilà, même à travers la terre, c'est-à-dire que même en faisant, on peut faire, comment on appelle ça? On peut planter des graines ensemble, on peut prévoir un jardin qui sera donc en commun. Et ça va faire en sorte qu'il y ait une bonne entente entre nous. Et ça va faire en sorte aussi qu'on va pouvoir donc s'occuper, entre guillemets, de l'autre et faire attention à l'autre et pas regarder seulement notre bénéfice. Donc, c'est vraiment, on peut survoler donc, cette idée des jardins communautaires, que bien entendu, sur Olam Shalem, vous avez tous les détails, comment les jardins communautaires, ça a commencé, où est-ce qu'il y en a à Jérusalem. Et ensuite, on passe à la dernière partie. Donc là, la dernière partie, c'est vraiment pour les Chaber, c'est-à-dire vraiment pour faire le lien avec tout, faire le lien de tout ce qu'on a appris et ce qu'on veut donc, ce qu'on veut, tarles, quoi, ce qu'on veut donner donc à nos élèves, c'est le lien entre la Shita et le Tikkun. Donc, comment est-ce que nous, dans notre classe, on peut créer une sorte de jardin communautaire, c'est-à-dire qu'on va créer, en fait, on peut avoir un projet, donc c'est-à-dire soit on décide, en fait, dans les premières classes, donc CP, CE1, on va parler d'un problème qui existe en classe et comment est-ce qu'on va régler ce problème. C'est-à-dire que chaque élève va réfléchir et va trouver donc une petite notion ou un petit sujet qui va se dire, là, je prends sur moi, pendant ma Shemitah, donc pendant mon année de Shemitah, je prends sur moi de faire attention à mon camarade. Ou alors, je prends sur moi de faire attention à ce qu'il y ait une bonne entente ou qu'il y ait une bonne atmosphère en classe. Donc, ça peut être, vous pouvez donner des exemples, c'est-à-dire, par exemple, qu'il y ait une propreté en classe. C'est-à-dire, moi, je vais faire attention de ne pas jeter des papiers par terre. Je vais faire attention à ce que quand je sors de la classe, vérifier que ma table, elle est bien propre. Ou alors, je vais faire attention à ce que mon camarade, s'il pleure, c'est bien de vérifier s'il va bien, etc. Donc, c'est vraiment donner des notions d'entraide dans la classe. Et donc, c'est vraiment
leur dire que voilà, c'est une année de Shemitah, c'est une année où non seulement on fait attention donc à la terre, mais c'est aussi vraiment faire attention à son prochain. Ça, c'est pour les classes de CP-CE1. Donc, comme je suis partie un petit peu vite, mais là, par exemple, là, chaque élève va recevoir donc cette petite, voilà, ce petit dessin, et il pourra écrire à côté quelle est sa bonne décision pour l'année et qu'est-ce qu'il voudrait donc mettre en place pour qu'il y ait une meilleure entente en classe. Et pour les classes qui sont un petit peu plus élevées, donc pour les de la CM2 à la 6e, on peut même mettre en place un projet de jardin communautaire dans la classe. Donc, c'est-à-dire vraiment mettre un jardin, c'est-à-dire qu'il y aura donc les rôles, on pourra donc distribuer les rôles à chacun, on pourra faire venir vraiment un projet commun qui fera donc qui donnera un lien entre chaque élève et chacun se sentira responsable de ce projet et qui fera en sorte donc que ce projet soit bien et arrive à bien avancer. Donc là, il y aura donc bien entendu des questions qui seront directives pour bien mettre en place le projet. Et ensuite, ils auront également une feuille avec également essayer de réfléchir ensemble à un problème et à une solution qui existe en classe pour, encore une fois, les chabers, c'est-à-dire pour encore une fois unir les élèves en classe. Donc, il y aura vraiment des questions plus précises. Qu'est-ce que c'est que le problème? Comment est-ce qu'on peut trouver des solutions? Et encore une fois, là, l'enseignant, on peut par exemple, diviser la classe en deux et chaque groupe donnera des solutions et à la fin, on pourra donc proposer un vrai poster avec toutes les solutions, écrire les solutions sur le poster et encore une fois le noter et le coller sur la classe et le garder en tant que décoration. Et ça sera donc un projet qui sera mis donc pour l'année de la Shemitah et on pourra donc vraiment vérifier que chaque enfant se sente vraiment sente partie de la classe et aura donc une responsabilité pour la bonne entente et en même temps donc comprendra que la Shemitah, c'est aussi une notion d'entraide et une notion donc de Adam Lachavero. Voilà, ça c'est pour la leçon qui est donc mise en ligne donc sur olamshalem.org. Donc, bien entendu, vous avez tous les détails. Vraiment, vous avez tous les détails de la notion, de la leçon avec vous allez voir donc les questions qui sont proposées, également les lois qui sont vraiment détaillées et que vous pouvez donc ouvrir avec vos élèves. Et bien entendu, donc, je reste disponible si vous avez des questions au niveau du contenu. Et même, on a également d'autres leçons qui sont mises en ligne sur Olam Shalem, que vous pouvez utiliser pour tout Bishvat, que vous pouvez utiliser pour la Shemitah, que vous pouvez utiliser et enseigner à vos élèves. Et bien entendu, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Voilà. Merci donc pour votre participation. On va juste finir. Est-ce que vous avez des questions à présent pour voir si je peux y répondre maintenant? Sinon, on a fini pour ce soir. Alors, pas de questions? Bravo Elinor, bravo pour toute l'organisation et pour cette co-organisation que nous avons faite ensemble. Bravo pour ces outils qui sont vraiment qui sont bien faits, qui sont pensés. Ce thème de la Shemitah, je dirais, ce n'est pas un thème, ce sont des thèmes. Parce qu'il y a tellement de facettes, de manières de décliner à la fois l'esprit de la Shemitah, à la fois les halachot de la Shemitah, à la fois la transmission. Tout cela a été creusé, sans faire de jeu de mots, a été creusé intelligemment et voilà, on va continuer dans ce sens-là et c'est formidable. Merci à vous, merci infiniment. Bien, merci. Bonne soirée. Alors, j'aurais juste voulu qu'on fasse une petite photo de souvenir. Hein, voilà, on aime bien avec Olam Shalem garder les photos si vous pouvez garder. Donc voilà, allumer vos caméras. Ah, ok. אז חמוטל אנחנו מוכנים, את יכולה לצלם. Ok, c'est là. Yofi, Meoulé, Toda Rabba, merci à tous. On reste en contact. Je vous enverrai également l'enregistrement du cours et on reste en contact pour les prochains événements. Bezrat Hashem. Bonne santé à tous. Merci. À bientôt. Bien, bonne merci soirée. à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci bien, au revoir.